J'ai orchestré la chute financière de ma propre famille. Mon mari, Thibault, ma sœur, Clémence. Ils me voyaient comme un portefeuille sans fond, une institution, pas une personne. Je dirige le département d'art d'une maison de vente légendaire. Mon expertise est ma seule véritable alliée. Leur négligence était leur plus grande faiblesse. Ils dépensaient sans compter, aveuglés par une arrogance totale. Pour eux, j'étais une source inépuisable, un devoir familial. Le point de rupture est arrivé un mardi. Thibault voulait que je lui cède des parts du château Vérac, notre domaine familial, l'héritage de mes ancêtres. Il a dit que c'était pour garantir leur avenir, le sien et celui de ma sœur. Son ton était condescendant, comme si j'étais une simple formalité. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge. Mais mon visage est resté impassible. J'ai pris le stylo qu'il me tendait. Ma main ne tremblait pas. J'ai souri. Un sourire froid, calculé. Le sourire de la faim. Abonnez-vous, car ce que j'ai fait ensuite prouve que je ne suis pas la victime ici. Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Leur parasitisme était devenu une routine, une danse macabre orchestrée par leur arrogance. La carte American Express Centurion était devenue la sienne. Un sac pour Clémence, une montre pour lui. Les notifications bancaires s'affichaient sur mon téléphone. Je ne disais rien. Je souriais poliment lors des dîners. Clémence traitait le château Vérac comme sa résidence secondaire. Elle y invitait ses amis, sans me consulter. Le personnel me faisait des rapports détaillés, des bouteilles de grand cru ouvertes sans cérémonie, des objets d'art déplacés. Je les archivais méticuleusement. Chaque rapport était une pièce à conviction. Pour eux, mon silence était une faiblesse, une approbation tacite. Ils confondaient ma patience avec de la passivité. En réalité, c'était une collecte de preuves. Chaque facture, chaque rapport, chaque mensonge, tout alimentait un dossier juridique implacable. J'observais, j'attendais, j'analysais leurs moindres erreurs. Leur confiance en mon sens du devoir familial était leur plus grande faille. Ils me voyaient comme la gardienne d'une fortune qui leur revenait de droit, une simple administratrice de leur futur plaisir. Ils ne voyaient pas la stratège qui documentait leur chute. Chaque signature était un plaisir froid, chaque dépense un clou de plus dans leur cercueil financier. Le point de rupture a eu lieu un jeudi soir, dans le grand salon de mon hôtel particulier. Thibault avait une expression grave, presque solennelle. Clémence, une main posée sur son ventre, jouait la carte de la maternité fragile. Le théâtre de la fausse vulnérabilité était à son comble. Il voulait me parler d'avenir, de sécurité. Thibault a parlé le premier. Sa voix était mielleuse, calculée. Il parlait de la pérennité du nom Vérac, de l'enfant à naître. Puis la demande est tombée, nette et glaciale. C'est de nous la pleine propriété du château Vérac, pour l'enfant, pour la lignée. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ultimatum déguisé. J'ai senti le froid du marbre sous ma main. Mon souffle est resté régulier. Je les ai regardés dans les yeux. Le prédateur et sa complice. Ils pensaient me mettre au pied du mur. Ils me tendaient le stylo pour signer ma propre dépossession. Abonnez-vous. Vous comprendrez pourquoi la justice ne protège pas les naïfs. Elle protège ceux qui préparent leur défense. Dites-moi depuis quelle ville vous validez ma stratégie. Ils ont interprété mon silence comme une hésitation, une fissure dans mon armure. Thibault a ajouté: c'est une simple formalité, Éléonore, pour la famille. J'ai pris le stylo qu'il me tendait. J'ai hoché la tête lentement.
Mon sourire les a désarmés. Ils ont cru avoir gagné. Ils venaient de déclencher le mécanisme final. Ils sont partis. Leur rire résonnait encore dans le grand escalier. Un rire de victoire, un rire d'idiot. Le silence est retombé dans l'hôtel particulier. Lourd, absolu. Je n'ai pas bougé. J'ai simplement attendu que le son de leur voiture s'éloigne dans la rue de Varennes. Leur célébration anticipée était une insulte à l'intelligence. J'ai traversé le salon pour rejoindre ma bibliothèque, mon sanctuaire, mon quartier général. Sur le grand bureau en acajou, le dossier était ouvert. Ce n'était pas un simple dossier, c'était une architecture de la destruction, compilée sur 18 mois. Chaque document était une arme, chaque page une étape vers leur anéantissement. Il y avait les rapports du détective privé, des photos nettes, Thibault et Clémence dans des hôtels discrets, leurs mains jointes, leurs sourires complices. Il y avait les relevés bancaires détaillés, chaque dépense superflue, chaque retrait suspect, chaque virement injustifié, chaque facture était surlignée, chaque mensonge documenté. Ils pensaient que ma patience était une ressource inépuisable. Ils confondaient ma tolérance avec de la faiblesse. Je les ai laissés creuser leur propre tombe financière, dépense après dépense. Je les ai observés s'enfoncer dans leurs dettes, garanties par une fortune qu'ils croyaient acquise. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils ont touché au château Vérac. Ce n'était plus une question d'argent, c'était une question de patrimoine, d'héritage. C'était la seule ligne rouge. Mon avocat, maître Dubois, est un homme d'une efficacité redoutable. Il n'a pas posé de questions morales. Il a simplement analysé les failles. Le contrat de mariage, la fiducie protégeant le domaine, les lois sur la fraude. Notre plan était prêt depuis des mois. Nous n'attendions que le rêveur. Leur arrogance a été le déclencheur. J'ai pris mon stylo-plume. Le corps en lac noir était froid dans ma main. Le document final attendait ma signature. Une simple procuration. Elle donnait à Maître Dubois le pouvoir absolu et irrévocable d'exécuter le plan, de lancer les procédures de saisie, d'activer les clauses de pénalité, de bloquer tous les accès. Mon nom, Éléonore de Vérac. L'encre était noire, définitive. Il n'y a eu aucune hésitation, aucun regret. J'ai scanné le document signé. L'email était déjà rédigé, en attente dans mes brouillons. L'objet était laconique. Exécution. Le corps du message ne contenait que 5 mots. Maître, vous pouvez procéder. Immédiatement. J'ai cliqué sur envoyer. Le son de la souris a résonné dans le silence. Un son sec. Le son d'un verrou qui se ferme pour toujours. Le point de non-retour était franchi. Le lendemain matin, le silence était différent. Ce n'était plus une absence de bruit dans le grand hôtel particulier. C'était un compte à rebours. Je les observais par-dessus le rebord de ma tasse en porcelaine. Thibault lisait la section financière du Figaro. Clémence feuilletait un magazine de décoration. Ils étaient chez eux. Ils se croyaient rois dans un royaume déjà en cendres. Je buvais mon café noir, sans sucre. Chaque gorgée était méthodique, contrôlée. Eux, ils respiraient mon air, occupaient mon espace. Pour quelques heures encore. Leur visage était détendu, empreint de la satisfaction des vainqueurs. Ils avaient obtenu la promesse d'une signature. Ils croyaient leur avenir assuré. Cette ignorance était un spectacle d'une pureté exquise. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai laissés parler de leurs projets, de leurs désirs. Je sentais leur regard sur moi, cherchant une trace de faiblesse, de tristesse. Ils n'ont rien trouvé. Mon visage était un masque de neutralité polie. Le pouvoir n'est pas dans le bruit. Il est dans la connaissance silencieuse d'un fait que les autres ignorent. Ils étaient des fantômes dans leur propre vie.
Ils marchaient dans les couloirs de leur futur anéantissement. Et moi, je les regardais, savourant chaque seconde de leur dernière matinée de paix. Je n'étais pas leur juge. J'étais simplement la conséquence logique de leurs actions, la main qui avait signé l'ordre d'exécution. Le déjeuner fut une pièce de théâtre absurde, servie dans de l'argenterie qui ne leur appartiendrait bientôt plus. Ils dessinaient leur avenir, un avenir construit sur des fondations que j'avais déjà dynamitées. Clémence parlait de transformer l'aile ouest du château Vérac en une galerie d'art moderne. Son ton était léger, presque enfantin. Thibaut a pris le relais. Il parlait de rationaliser les actifs, de vendre une partie de la collection de vins pour financer leur projet. Il me regardait, attendant mon approbation. Mon rôle était simple, écouter. J'ai hoché la tête lentement. J'ai répondu par des phrases courtes. C'est une vision. Nous pourrions en discuter. Mon calme les a enhardis. Ils ont confondu ma maîtrise avec de la soumission. Leur arrogance a atteint son paroxysme. Tu t'occuperas des formalités, Éléonore, a dit Thibaut, avec une condescendance paternelle. Tu as toujours été douée pour la gestion. Il a souri, un sourire de prédateur qui tend savoir achever sa proie. J'ai posé ma fourchette. Le son du métal sur la porcelaine a été le seul bruit. Je les ai regardés, une dernière fois, les architectes de leur propre chute. Ils ne savaient pas que les formalités étaient déjà accomplies, que les huissiers étaient déjà en route, que les comptes étaient gelés. Leur avenir était un château de cartes, et je retenais mon souffle, juste avant de souffler. Acte 5. Le risque et la vie double. Le dîner chez mes parents était un champ de mine, une obligation sociale dans leur hôtel particulier de l'avenue Foch. L'air était lourd de non-dits et de sourires forcés. Thibaut et Clémence jouaient leur rôle à la perfection. Le couple uni, attendant un heureux événement. Ils ignoraient que leur monde n'existait déjà plus que sur le papier. Mon père, Antoine de Vérac, m'observait par-dessus son verre de vin. Son regard était un scalpel. Il a toujours su lire au-delà de ma façade. Il a attendu une pause dans la conversation. Éléonore, tu sembles sereine, une sérénité inhabituelle. Sa voix était basse, pour moi seule. J'ai senti le regard de Thibaut se poser sur nous, une curiosité paresseuse. Je n'ai pas scié. J'ai porté ma coupe à mes lèvres. Je suis simplement concentré sur le travail, père. Ma réponse était neutre, une banalité professionnelle, mais il n'a pas lâché. J'ai eu maître Dubois au téléphone, pour une affaire. Il était étrangement évasif à ton sujet. Le coup était direct. Maître Dubois était le gardien de mes secrets, le général de mon armée silencieuse. Un nœud de glace s'est formé dans mon estomac, mais mon visage est resté un masque de marbre. J'ai soutenu le regard de mon père. J'ai laissé un silence s'installer, un silence qui disait « Je contrôle cette conversation ». Puis j'ai souri. Nous révisions la structure de la fiducie Vérac, une simple mise à jour fiscale. C'était plausible, c'était ennuyeux, c'était parfait. Il a hoché la tête, mais je savais qu'il n'était pas convaincu. Le sang-froid n'est pas une absence de peur, c'est la maîtrise totale de son expression. Le soir suivant, le danger s'est approché bien plus près. J'étais dans mon bureau, mon sanctuaire. L'écran de mon ordinateur portable affichait le plan d'exécution final. Un organigramme précis, saisie des comptes, annulation des cartes, ordonnance d'expulsion. Chaque étape était datée, minutée, une symphonie de la destruction. La porte s'est ouverte sans qu'on frappe. C'était Thibaut. Son arrogance le dispensait des convenances. Il est entré, un verre de whisky à la main. Mon premier réflexe n'a pas été de fermer l'ordinateur. C'eût été un aveu. J'ai simplement levé les yeux, lentement. Mon corps masquait partiellement l'écran. Que veux-tu ? Mon ton était froid, celui d'une dirigeante interrompue.
Il a souri, ce sourire suffisant que je détestais. Je cherchais juste le document pour le château, pour qu'on puisse avancer. Il s'est approché de mon bureau, dangereusement près. Son regard a balayé l'écran. Mon cœur n'a pas accéléré. Ma respiration est restée stable. J'ai fait pivoter ma chaise d'un mouvement fluide, lui faisant face. L'écran était maintenant hors de son champ de vision. Je l'ai fixé. Les documents sont avec Maître Dubois, pour vérification. J'ai menti avec le calme d'une professionnelle. Il a hésité. Il a senti un mur invisible, un mur de glace qu'il ne pouvait franchir. Il a reculé d'un pas. Bien, ne tarde pas trop. Il est reparti, laissant derrière lui une odeur d'alcool et d'échec imminent. J'ai regardé mon écran. Le risque était immense, mais le plaisir de voir le prédateur rôder autour du piège, sans le voir, était un luxe suprême. Ce jeu en valait la chandelle. Acte 6. Le colosse aux pieds d'argile. Le premier domino est tombé à 17 heures. Un mardi. Thibaut était dans le petit salon, l'air suffisant. Il voulait offrir un collier à Clémence, un caprice de dernière minute avant notre dîner de célébration. Je l'observais par-dessus mon livre. Son doigt glissait sur la tablette, sûr de lui. Il a cliqué sur Acheter. Le silence est étiré. Un message d'erreur est apparu en rouge. Paiement refusé. Son visage s'est figé. Une microseconde de doute. Il a recommencé la procédure, plus lentement. Il a tapé les chiffres de la Centurion, avec une application forcée. De nouveau, le même message. Rouge, agressif. Paiement refusé. Il a juré à voix basse. Cette banque est incompétente. Sa voix était tendue. Il essayait de préserver l'illusion de contrôle. J'ai tourné une page de mon livre. Le papier a fait un bruit sec. Je n'ai pas levé les yeux. Un problème, Thibaut? Ma voix était neutre, presque absente. Il a eu un rire forcé. Non, non, une simple vérification de sécurité. Tu sais comment ils sont. Il a posé la tablette, mais sa main a tremblé légèrement. La première fissure dans l'armure. Il ne m'a pas regardé. Il s'est servi un verre de whisky. Un geste trop rapide, trop nerveux. Le spectacle de son assurance qui s'effritait était exquis. Il buvait pour se donner un courage qu'il n'avait déjà plus. La panique est un poison qui se propage vite. Clémence est arrivée 1 heure plus tard. Son visage était une toile de fureur et d'incompréhension. Elle a jeté son sac sur un fauteuil. La boutique a appelé. Mon paiement a été rejeté. Elle a craché les mots. Son regard a balayé Thibaut, puis s'est posé sur moi. Leurs cerveaux, lents mais fonctionnels, ont fait la connexion. Le doute s'est transformé en certitude. Leurs yeux se sont durcis. Ils étaient des prédateurs qui venaient de comprendre qu'ils étaient dans la cage. Thibaut s'est avancé vers moi. Son masque de charme avait disparu. Qu'est-ce que tu as fait, Éléonore? Sa voix était un grondement sourd. Clémence a suivi. C'est toi, tu as tout bloqué. Annule ça, immédiatement. Ils formaient un front uni. L'arrogance de ceux qui se croient tout permis. Ils pensaient qu'un ordre suffirait. Je me suis levée, lentement. J'ai fermé mon livre. J'ai ajusté la manche de mon tailleur. Je les ai regardés sans ciller. Mon calme était leur véritable poison. Vos finances personnelles ne me regardent pas. Puis, j'ai regardé ma montre. Un geste délibéré, glacial. Nous allons être en retard. Notre table nous attend. Je me suis dirigée vers la porte, sans un regard en arrière. Je les ai laissés là, figés dans leur rage impuissante. La voiture est avancée. J'espère que vous avez faim. Ils n'avaient pas le choix. Ils devaient me suivre. Ils allaient entrer de leur plein gré dans le théâtre de leur propre exécution.
Je suis assise dans ma bibliothèque. Le silence est parfait ici. Dehors, c'est une apocalypse contrôlée. Mon téléphone vibre sur le bureau en acajou. L'écran s'illumine sans cesse, un phare dans la pénombre. 27 appels manqués de Thibaut, 42 messages vociférants de Clémence. Je ne les écoute pas. Je lis simplement les transcriptions qui s'affichent. Les insultes se mêlent aux supplications. Leurs mots sont des balles perdues. Ils parlent de l'enfant, de la famille, de la décence, des concepts qu'ils ont eux-mêmes vidés de leur sens. Ils me traitent de monstre, de calculatrice sans cœur. Ils n'ont pas tort sur le deuxième point. Le cœur n'a pas sa place dans un audit. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai audité leur parasitisme et j'ai clôturé les comptes. Le passif était devenu trop lourd. Leurs menaces sont pathétiques. Ils promettent la ruine, le scandale. Ils ignorent que le scandale est déjà leur propriété exclusive. Chaque preuve de leur trahison est entre les mains de Maître Dubois. Chaque document est une forteresse juridique. Ils ne se battent pas contre moi. Ils se battent contre les conséquences de leur propre choix. Un combat qu'ils ont déjà perdu avant même de le commencer. J'entends leur voix, maintenant, des échos lointains depuis la rue, des cris qui se brisent contre les murs de mon hôtel particulier. Ils sont là, sur le trottoir. Le spectacle de leur déchéance a commencé. Ils pensaient que la famille était un bouclier, une immunité. Ils ont appris que c'était simplement un levier que je maîtrisais mieux qu'eux. Ils hurlent que j'ai détruit une famille. Moi, je vois une entreprise toxique mise en liquidation. La vraie question demeure. Quand la loyauté devient une arme contre vous, jusqu'où faut-il repousser la ligne? Auriez-vous eu le courage de laisser le portail fermé?